physiologie des principaux systèmes. D'accord? Physiologie. Qu'est-ce que vous avez retenu du cours de la dernière fois? Vous avez retenu quoi du cours de la dernière fois? Par rapport aux hormones. Vous avez retenu quoi du cours de la dernière fois par rapport au système hormonal? Vous pouvez parler. Là, vous pouvez parler. Est-ce que vous avez retenu du cours de la dernière fois le système hormonal? Qu'est-ce que vous pouvez poser? Là, vous pouvez parler, vous pouvez même parler fort. Est-ce que vous avez retenu la dernière fois? Rien du tout. Hein? Vous avez retenu quoi? En physiologie, qu'est-ce que vous avez retenu? Et c'est quoi les principaux points que vous avez retenus? Les actions hormonales. Quoi comme action hormonale? Vous pouvez juste essayer de pousser la pensée. Essayez juste de pousser la porte. Vous la calmer et de revenir par là, s'il vous plaît. Il n'y a pas à se casser la porte. C'est possible. Merci. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous avez des réactions, vous avez retenu quoi comme réaction? Comment? Simulation et inhibition, c'est-à-dire. Ça, c'est comme dans tout système biologique, dans le système cardiovasculaire, dans le système nerveux. Il y a des actions de stimulation, d'augmentation d'activité, relativement d'inhibition ou diminution d'activité. Ça, c'est tout système, c'est pas propre au système hormonal. Tout système, il y a un système propre ou un système hormonal. Ça sert à quoi la stimulation et l'inhibition? Ça permet de tenir quoi? L'homéostasie, c'est quoi l'homéostasie? L'équilibre de quoi? Du milieu intérieur. D'accord. Et pour le système hormonal, c'est quoi l'homéostasie? C'est quoi l'homéostasie pour le système hormonal? C'est quoi l'homéostasie pour le système hormonal? Pour les systèmes hormonaux, c'est quoi? Vous pouvez dire des erreurs, je ne suis pas là pour le juger. C'est pas un contrôle, je donne un cours interactif, d'accord? Donc moi je vais participer, je ne suis pas là pour vous lire des diapositives, vous dire d'apprendre complètement. Mon objectif c'est d'apprendre à apprendre, d'accord? De bien comprendre. Donc à l'église, je vous apprenez 20 diapositives, 100 diapositives, ça tout le monde peut le faire, d'accord? L'essentiel c'est de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on fait cet enseignement de physiologie, d'accord? Je vous ai mis sur le site, sur mon site personnel, un livre, un chapitre de livre en technologie. C'est bien rédigé. Vous aurez prochainement ce soir, dans la maximum. Certains supportent certainement pour le sous format PDF, d'accord, à voir. Mais moi, quand je fais mon cours en présentiel, c'est pour faire interagir, d'accord? Je ne suis pas là pour vous chanter une chanson, pour vous réciter un cours. Moi, le cours, je le connais par cœur, je n'ai pas besoin de diapositive. D'accord, mon but, c'est de fixer les connaissances avec vous. Que vous compreniez un maximum de choses. D'accord? Même si je vous revois dans 2 ans, dans 3 ans, je vous pose telle question, parce que quelque chose qu'on a bien compris, on est capable de le réciter. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur. On apprend par cœur dans un mois, dans 2 semaines, nous oublions, je pas la faire. D'accord? Avec quelque chose qu'on a compris, qu'on maîtrise, c'est beaucoup plus difficile de l'oublier. Donc l'homéostasie générale de ce système hormonal, c'est quoi la particularité par rapport au système nerveux, par exemple? C'est quelque chose qui est rapide, qui est lent. Comment? Qui est toujours lent. Comment? Qui est agir à distance. Ça, c'est le mode d'action. Le mode de vie. Donc, on avait le mode de vie, on a créé le mode de vie. Donc, dans le mode de vie, on a vu qu'on a entre guillemets 2 vitesses. Une vitesse qui était rapide. Vous avez quoi comme exemple pour la vitesse rapide? Quoi d'autre? Tout à fait, c'est ça. Vous savez quoi?
à la fois le rôle parfois de neurotransmetteurs et parfois le rôle d'hormones. En général, c'est des petits. D'accord? Et donc ça, c'est un mode d'action qui est plutôt rapide. Et pour les modes d'action lents, on a pas comment? Même dans les organes entre guillemets lentes, on a des modes d'action qui sont relativement lents. Il y a le très très lent et il y a le moyennement lent, c'est-à-dire de l'ordre de la semaine, de l'ordre du mois. D'accord? Et donc voilà, c'est à peu près les deux vitesses. D'accord? Vous avez pas comme hormone qui, en l'occurrence, qui agit lentement, qui met du temps à agir. Vous savez quoi comme hormone? Vous savez quoi comme hormone? Les hormones thyroïdiennes, quoi d'autre encore? Stéroïdiennes. Donc il y a des hormones qui ont un mode d'action rapide et un mode d'action lent. Ça dépend de leur mode d'action. D'accord? Vous savez quoi par exemple comme mode d'action? Vous savez, les hormones elles ont une action sur différentes fonctions biologiques. Donc je vous avais dit que les hormones elles avaient une action somatique, donc sur les différents tissus, mais elles pouvaient agir également sur le psyché, sur le comportement. D'accord? Donc par exemple une hormone qui augmente l'agressivité, elle va avoir un mode d'action au niveau comportemental rapide et un autre mode d'action au niveau tissulaire, par exemple au niveau musculaire, au niveau cardiaque, au niveau rénal, etc., qui est beaucoup plus lent. D'accord? C'est pour ça que les hormones, il ne faut pas les placer dans des cases. On parle de mode d'action rapide, de mode d'action lent, c'est général. D'accord? Par exemple, la testostérone au niveau du comportement, la dopamine au niveau du comportement, c'est un mode d'action quand on a une augmentation du taux plasmatique. D'accord? On va voir son effet biologique au niveau du comportement très rapidement. Par contre, l'effet au niveau des différents tissus cardiaques, tissus musculaires, squelettiques, etc., dans leurs différentes régulations, c'est un mode d'action qui va être beaucoup plus lent. Le mode d'action, la durée d'action d'une hormone dépend de sa cible, d'accord, et de son objectif. Où est-ce qu'elle va agir au niveau tissulaire, où elle va modifier le comportement. Donc les hormones, elles sont n'importe où dans le sang, elles sont n'importe comment. On avait vu quoi comme type d'hormone d'un point de vue structural, d'un point de vue chimique, on a quoi comme type d'hormone? Comment? Les hormones peptidiques. Et quoi comme hormones? Plutôt lipidiques, voilà, qui sont issues de la synthèse du cholestérol. Donc pour les hormones dites peptidiques, les hormones en l'occurrence, on avait vu que même au niveau de la synthèse, on avait plusieurs types de synthèse au niveau de la cellule. D'accord? Au niveau de la glande endocrine. D'accord? Et ces différentes formes, on a des différentes formes, dont en l'occurrence pour ces hormones, des formes rétro-hormones. Et donc c'est le clivage de l'extrémité N-terminale qui permet de l'activer, d'accord? Et qui permet de la rendre physiologiquement active. D'accord? Ça c'est une chose. Deuxième chose, on avait vu que les hormones, par exemple, stéroïdiennes, on avait vu qu'elles allaient aller n'importe comment au niveau du compartiment sanguin. Les hormones stéroïdiennes, elles sont sous quelle forme? Au niveau du sang. Elles sont liées à des protéines de transport. Pour la testostérone ou d'autres, par exemple, on appelle ça les S-sex-binding protéines. D'accord? C'est des protéines de transport qui permettent de transporter du tissu producteur de la glande au tissu cible. Ces hormones, bien souvent, on a vu qu'elles avaient un mode d'action qui est nucléaire. Par rapport aux hormones politiques, ça s'appelle agir au niveau du noyau, qu'elles vont modifier l'expression du gène. D'accord? Modifier l'expression du gène, donc ça va dépendre, on va voir dans ces cours, des différentes réponses physiologiques. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait vu? Par exemple, la testostérone, c'est quoi? C'est une hormone stéroïdienne. Je vous ai dit sur les autres modes d'action cellulaire. Sur certains modes d'action cellulaire, elles sont en mode rapide, par exemple au niveau comportemental, d'accord? Et au niveau tissulaire, elles ont un mode d'action qui est beaucoup plus lent, d'accord? Au niveau de la croissance osseuse et la croissance de différents tissus. Est-ce que vous pouvez me dire d'autres encore sur les hormones? Est-ce que vous pouvez me dire d'autres? Vous étiez là, d'accord? Oui? Qu'est-ce que vous avez retenu du cours? Donc on avait deux types d'hormones, différents modes de sécrétion, différents mécanismes d'action,
différents mécanismes biologiques, différents types de sécrétions en fonction de l'âge, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une sécrétion hormonale fétale, d'accord, et qui va être modifiée chez l'enfant, chez le jeune adulte, l'adolescent, le jeune adulte, le sujet adulte, d'accord, et enfin, on commence à prendre de l'âge à 65 ans et plus, on a un taux des glandes hormonales, des glandes qui vont fonctionner de moins en moins bien. D'accord, on va avoir tendance à une hyposécrétion. D'accord, on a des taux, on a des normes biologiques qui varient en fonction de l'âge et qui varient bien sûr en fonction du sexe de l'individu. D'accord, de l'individu. D'accord, s'il s'agit de mâle ou s'il s'agit de femme. Donc ça c'est l'état physiologique. On avait vu qu'il y avait certaines conditions physiologiques où les taux hormonaux changeaient. D'accord, en l'occurrence, il y a l'exercice physique, il y a la grossesse, au cours de laquelle on a des changements hormonaux, au cours de la lactation, d'accord, au cours de l'allaitement, on va avoir des modifications hormonales. Donc on a plusieurs situations physiologiques où les hormones vont avoir un taux qui va être modifié, d'accord, de sorte à s'adapter. L'objectif, c'est toujours d'assurer une certaine homéostasie, un équilibre des grandes fonctions de l'organisme, des fonctions cardio-circulatoires, etc. D'accord, c'est ça l'objectif. C'est en fonction de la situation de s'adapter. On avait vu qu'on avait également certaines situations pathologiques, d'accord, des organes qui sont modifiés, d'accord, des états infectieux, certaines situations pathologiques. On va voir au cours de ce cours une situation où on modifie le taux de la prolactine, donc de l'hormone sous certains médicaments. Donc il faut savoir qu'il y a certaines thérapeutiques, substances pharmacologiques qui modifient le taux hormonal. D'accord? Donc, certains médicaments ont la capacité à dérégler, entre guillemets, le taux ou certains hormones, soit au niveau de la sécrétion, soit au niveau du mode d'action. D'accord? Mais c'est ce qu'on verra. Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore sur ça par rapport au mode de l'élimination? La dernière fois, on a fait quoi comme plan? On a vu l'axe hypothalamique officiel. Je vous ai dit que cet axe, c'est un axe central. C'est lui qui contrôle à peu près tout. D'accord? C'est l'axe hypothalamique officiel qui contrôle la sécrétion de plusieurs glandes. D'accord? On avait vu qu'il y avait des glandes qui ont un accès à une sécrétion mixte. Il y a des glandes endocrines qui ont purement une fonction endocrine. D'accord? On avait vu également qu'il y avait des organes qui ont également une fonction endocrine. Par exemple, il y a une fonction double, c'est un organe qui a une fonction endocrine. D'accord? Vous avez vu quoi encore? Qu'est-ce qu'on avait vu encore comme organe qui a une fonction endocrine? Une fonction endocrine dite secondaire. Comment? Qu'est-ce qu'on a vu comme organe? Les ovaires. Ça a quoi comme fonction les ovaires? Voilà, donc endocrine, pourquoi? La production de gamètes. On a les testicules, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, on a les gonades, on a le femelle, on a le pancréas, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Vous avez parlé d'un autre organe. Comment? Le foie aussi, il y a deux fonctions. Le rein également. Quoi d'autre encore? Le cœur. Donc le cœur, vous avez expliqué qu'il y avait une protéine qu'on appelle l'ALP ou la BNP. L'ALP ou la BNP, c'est des hormones qui sont sécrétées par le cœur. Et dans certaines situations pathologiques, d'accord, elles vont être utilisées, elles vont permettre de diagnostiquer. D'accord? Donc l'endocrinologie, c'est une discipline, je ne peux pas dire que c'est une discipline centrale, mais c'est une discipline essentielle. D'accord? Donc tout à l'heure, je vous avais dit que la sécrétion de ces différents organes, soit par les glandes endocrines ou les organes à fonction, qui ont également une production hormonale, le fait de doser ces hormones, ça va permettre à un certain âge de diagnostiquer certaines anomalies. D'accord? Donc, le dosage de certaines hormones, il y a une visée diagnostique. D'accord?
c'est en dosant parfois certaines hormones, on comprend quelle est la pathologie ou quel est le type de pathologie chez le patient. D'accord? Donc, je vous avais expliqué la dernière fois, en laboratoire, en endocrinologie, qu'on pouvait doser les hormones essentiellement de deux fonctions. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, on a un dosage statique, donc c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Un prélèvement sanguin, un hanté, à 8 h du matin, ou à 20 h du soir, ou avant un repas, ou avant d'être à jeun, d'accord, pour créer une crise alimentaire, et je dose l'hormone que je veux. D'accord? Donc il y a certaines hormones, vous allez voir plus tard en endocrinologie, il y a certaines hormones qu'on dose à certaines heures. D'accord? Et il y a certaines hormones qu'on ne dose pas, c'est n'importe comment. D'accord? Par exemple, le cortisol, on le dose le matin à 8 h. D'accord? Donc il y a certaines hormones qu'on dose également à jeun pour vérifier quelque chose, il y a certaines hormones qu'on mesure après la crise alimentaire, etc., etc. Il y a l'opposé de ces dosages statiques. Donc, on a des dosages dits dynamiques. Donc, c'est quoi un dosage dynamique? C'est le fait d'administrer une substance X et de mesurer le taux de la variation hormonale à différents. D'accord? Et donc, c'est cette mesure des concentrations hormonales qui va permettre d'établir un diagnostic. D'accord? Donc, ça, c'est pour les dosages biologiques. On va voir tout à l'heure le tableau. Donc, si c'est dans la norme, tout va bien. Par contre, que ce soit un dosage statique ou dynamique, ou si c'est au-dessus de la norme, on va parler d'hypersécrétion. D'accord? Si c'est en dessous de la norme, hyposécrétion, d'accord? Le but de l'endocrinologue ou du cardiologue, je ne sais pas, ça dépend de la spécialité, ça va être de comprendre quelle est l'origine, qu'est-ce qui est à l'origine de ce dysfonctionnement de sécrétion. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir une hyposécrétion ou une hypersécrétion chez tel patient. D'accord? Donc parfois, le dosage hormonal, c'est la première piste vers le diagnostic. D'accord? Donc c'est très important. Donc quand on a une hyposécrétion, ça peut être dû à quoi? Vous vous concentrez, c'est pas la peine de dire n'importe quoi. C'est quoi? Ça peut être dû à quoi une hyposécrétion? Donc hyposécrétion hormonale. Je vous laisse réfléchir 2 minutes et vous me répondez. C'est quoi ça peut être dû à quoi une hyposécrétion? Entre autres, on a les maladies auto-immunes. Comment? La destruction totale partielle de quoi? De la glande, mais dû à quoi? Donc, traumatisme, c'est une deuxième explication. Il a dit maladie auto-immune, première explication. Par exemple, auto-immune, on avait ça dans le diabète de type 1, d'accord, donc chez l'enfant, donc on considère jusqu'à 19 ans, ça peut être un diabète de type 1, d'accord, on disait l'adolescent, mais chez les jeunes adultes, c'est également possible. Donc, auto-immune, donc vous avez dit quoi? Une destruction de la glande. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une maladie auto-immune. Qu'est-ce qu'on a? Je parle de l'hyposécrétion. On va commencer par l'hyposécrétion. Et ça veut dire quoi ectopique? Ça veut dire quoi ectopique? Comment? Et donc, si elle est localisée normalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous me donnez un exemple. Comment? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont les testicules? Et on appelle ça comment? Crypto, or. Et donc, ça c'est. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va essayer quoi position? Mais il faut spécifier, ça c'est intime. Ça c'est bien là, localisation anormale. Et ça c'est un type, il faut m'expliquer. Il y a un troisième type, mais il faut m'expliquer. C'est congénital. D'accord? C'est un défaut, d'accord, lié au développement fœtal. On a les gonades mâles qui ont une localisation ectopique, d'accord, qui est responsable. Donc éventuellement, même après si ça se prend en charge, on peut avoir soit une hyposécrétion, ou si on reste trop longtemps même, une infertilité. Un gros problème de fertilité, hypofertilité. D'accord? Et ça dépend.
qu'est-ce qu'on a quand on a des défauts congénitaux? Donc c'est lié au développement fœtal qui se fait mal. Donc ça peut être les testicules, ça peut être je ne sais pas quoi, ça peut être congénital lié à bien entendu parfois bien souvent une anomalie chromosomique. D'accord? Donc vous avez un certain nombre d'anomalies chromosomiques ou de syndromes qui vont être responsables de la part des testicules. Il y a aussi la tige hypothalamo-hypophysaire. D'accord? Donc là c'est encore pire. Vous allez avoir pas mal de défauts hormonaux. D'accord? Donc on a les maladies auto-immunes. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Comment? Les traumatismes. Par exemple, vous avez quoi comme traumatisme? Vous prenez un autre exemple que les testicules. Que quelqu'un qui a fait du karaté qui s'est pris un coup là où il ne fallait pas. Vous avez quoi comme traumatisme? Comment? Vous avez quoi comme traumatisme? C'est tout bête, c'est tout bête. Comment? Vous avez quoi comme traumatisme? Traumatisme rénal. Traumatisme rénal. Et ça, c'est quelqu'un qui s'est pris un coup de pied dans l'eau, c'est ça? C'est quoi le traumatisme rénal? La destruction des reins. Qui fait? Hein? Voilà, vous avez des traumatismes, parmi les traumatismes, vous avez des accidents de la voie publique, vous avez des traumatismes liés à certaines professions, d'accord? Donc ils vont créer un trauma ou un défaut au niveau de la glande et qui va perturber sa sécrétion. Ça peut se manifester par une hypo-sécrétion. Donc qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Dans les hyposécrétions. Comment? Donc l'ablation d'un organe, c'est tout à fait. C'est parfois vrai, parfois faux. D'accord? Parce qu'en général, ça dépend si on en a deux, ça va. D'accord? Et là, je parle pas des testicules, je parle des reins. Quand on en enlève un, en général, le deuxième s'hypertrophie. D'accord? Donc que ce soit le rein ou la corticosurrénale. En général, elle prend à compenser la perte d'un des deux organes. Par contre, quand on a qu'un, une glande endocrine, c'est beaucoup plus problématique. D'accord? Donc, il y a des glandes endocrines qui sont importantes. On peut les enlever, elles ne sont pas vitales. Mais d'autres, lorsqu'on les enlève, c'est la mort directe. D'accord? Vous avez parlé tout à l'heure de médicaments. Il y a pas mal de médicaments, il y a pas mal de thérapeutiques qui vont perturber le fonctionnement et créer un mode faux-sécrétoire. D'accord? Donc on a dit les maladies auto-immunes, certaines maladies auto-immunes, certaines malformations congénitales, donc isolées qui ne concernent que la glande endocrine ou plutôt intégrées à tout un complexe, tout un tableau clinique, c'est-à-dire un syndrome, où il va y avoir pas seulement une anomalie hypothalamo-hypophysaire, mais une anomalie au niveau testiculaire, une anomalie de développement osseux, une anomalie X, Y, Z, donc avec tout un tableau bien spécifique. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tout ce qui est trauma, donc accident autre chose, exérèse, donc on parle d'ablation, c'est beau, mais chirurgicalement, on enlève quelque chose, un organe, on appelle ça une exérèse. D'accord? Une exérèse, vous faites enlever. D'accord? Comment? C'est-à-dire les agonistes. Ça peut agir, les médicaments peuvent agir directement ou indirectement. D'accord? La pharmacologie est quelque chose qui vient du médicament, on sait ce que ça veut. On sait ce qui se passe avec 2 encore moins, avec 3, alors là avec 4, c'est très complexe. D'accord? Il y a des modèles parfois. On rentre en compétition avec la fixation du médicament dans la sur récepteur, et parfois c'est beaucoup plus complexe. Et c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois avec les hormones. On a une régulation qui est essentiellement horizontale, c'est-à-dire de l'axe hypothalamo-hypophysaire vers les organes. Il faut savoir que les hormones, elles communiquent entre elles. D'accord? Donc les hormones, elles communiquent entre elles, c'est-à-dire qu'on va avoir une régulation entre les différents systèmes hormonaux. D'accord? On va avoir par exemple le cortisol qui va communiquer avec la testostérone, les oestrogènes
personne en situation de stress qui va perturber la sécrétion, par exemple de prolactine, d'hormones de croissance, etc., 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 etc. Donc on a un mode horizontal, on a également un mode vertical. D'accord? Donc ça c'est la régulation transverse. D'accord? C'est pas seulement quelque chose qui est axial, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce cours de physiologie, ce n'est qu'une introduction. D'accord? Le mode de régulation. Et en cas d'hypersécrétion, qu'est-ce qu'on peut avoir comme donc c'est-à-dire une tumeur. Ça c'est le type de tumeur. On peut avoir une hypertrophie, une hyperplasie cellulaire qui va créer ou qui va générer une augmentation de la sécrétion de la substance. On va avoir aussi certains traumatismes, on a aussi certains médicaments. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Certaines situations pathologiques qui vont augmenter aussi ou diminuer certains états infectieux, par exemple, pour certaines pathologies. Vous avez dit la dernière insuffisance cardiaque au niveau du cœur, ça se manifeste par une augmentation de sécrétion de l'adrénaline affective de l'ALT. D'accord? Donc vous avez tous ces états qui peuvent étudier la sécrétion hormonale. Donc, on s'est arrêté au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. On avait vu que l'antéhypophyse, il était responsable de quoi l'antéhypophyse? S'il vous plaît. Il est responsable de quoi l'antéhypophyse? Comment? De la stimulation? Oui, mais c'est généraliste ça, il faut être spécifique maintenant. Il faut arrêter avec cette stimulation, inhibition. Il n'y a pas que la stimulation et l'inhibition. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Exactement, proprement. Qu'est-ce qu'il fait? On ne fait pas un QCM. Quand je vous pose une question, j'ai remarqué la règle. Mais essayez d'améliorer vos phrases, d'accord? On n'est pas en train de faire un QCM. A, B, C, D ou 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Quand vous faites une réponse un peu plus construite. D'accord? Il ne faut pas jeter des mots-clés. On n'est pas un jeu télévisé. Il faut adapter son vocabulaire. D'accord? Je ne suis pas là pour me moquer de vous. Je suis pas là pour... On est là pour apprendre. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait l'antéhypophyse? Synthèse de quoi? Bien sûr, des hormones. Pas de... Il synthèse, qu'est-ce qu'il fait? Synthèse de quoi? De différentes hormones. Et parmi ces hormones, comment? Donc parmi ces hormones, on a différentes hormones. Quelles sont ces hormones au niveau antéhypophysaire? On a la TSH. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La CTH. Elle va agir où la CTH? Le TSH, il va agir où? D'accord. LH, FSH, au niveau des gonades. La GH. Comment? Tout? Ça va agir où la GH? Comment? Sur le foie? C'est tout? Comment? Et tous les tissus. D'accord? Et vous êtes sûr ou pas? Oui? Non. La GH, s'il vous plaît, la GH, elle agit, elle a une action tissulaire qui va dépendre de l'âge à laquelle elle a été sécrétée. D'accord? La GH, c'est un adolescent, c'est pas la GH, c'est le sujet adulte. D'accord? Un sujet adulte, il n'a pas besoin d'avoir son foie qui grandit, il n'a pas besoin d'avoir une croissance osseuse, une croissance musculo-squelettique, d'accord, tendineuse, il n'a pas besoin de ça. D'accord? Et de même que le sujet âgé, il n'a pas besoin d'avoir un taux de GH à une certaine norme. D'accord? Il va avoir besoin de cette GH pour certaines réparations tissulaires ou réparations cellulaires. Là, la GH, elle va rentrer en rôle. Donc tout ce qui est processus de cicatrisation. D'accord? Mais ça a des moments bien précis. D'accord? Donc en fonction de l'âge, c'est pour ça que je vous ai dit
qu'il faut avoir un aspect global de la physiologie endocrinienne, donc en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en condition de la fonction ou de la condition physiologique ou pathologique, on va voir la sécrétion de telle et telle hormone. Il ne faut pas généraliser. De même que la TSH, elle a une action sur la thyroïde, mais elle agit aussi sur d'autres tissus, mais de façon secondaire, accessoire, pas principale. D'accord? Quand on vous dit TSH, oui, ça s'appelle Thyroid Stimulating Hormone, mais elle a aussi d'autres fonctions. D'accord? La prolactine, et quoi d'autre encore? La CTH, on a vu. Et le post-hypophyse. Qu'est-ce qui fait le post-hypophyse? Comment? Il stocke quoi? L'ocytocine et l'ADH. D'accord. Qui sont? Très bien. Et ils sont transportés comment? Comment? D'accord. Et à quel niveau elles sont transportées? Au niveau des axones, qui est la prolongation du corps cellulaire qui se situe au niveau de l'hypothalamus. Très bien. Et donc, toutes ces hormones, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être sécrétées et elles vont être libérées au niveau de la circulation sanguine, soit sous forme libre, soit sous forme liée. D'accord? Et elles vont être censées agir au niveau des tissus cibles. Donc ça, c'est l'exemple de la régulation de la TSH. Vous avez sur ce schéma, qu'est-ce que vous avez sur ce schéma? Qu'est-ce qui déclenche la sécrétion de la TSH? Au niveau hypothalamique. Qu'est-ce que vous avez sur ce schéma? La TRH, c'est pourquoi la TRH? Thyroïde, hormone. Mais avant, qu'est-ce qui va augmenter la production de TRH? Qu'est-ce qui va la stimuler? Quelles sont les conditions, je répète ma question, quelles sont les conditions physiologiques qui vont stimuler? Nerveuse. Bien sûr, il y a la T3 et la T4. Comment? Donc vous avez l'exposition ici au froid. Vous avez le rythme circadien. C'est quoi le rythme circadien? Comment? C'est le rythme jour-nuit. Rythme circadien, on parle également de rythme nictéméral. D'accord? Donc sur 24 heures, c'est l'agencement d'une phase d'ensoleillement et d'une phase d'obscurité. Le rythme jour-nuit d'ensoleillement, bien sûr, lié au soleil. D'accord? Qu'est-ce qui va inhiber la TRH au niveau central? Vous avez le jeûne alimentaire. D'accord? Ou la privation alimentaire. Vous avez certaines pathologies. D'accord? Et certains états critiques. Donc ça, c'est la commande centrale. Et bien sûr, physiologiquement, vous allez avoir les taux de T3 et de T4 qui vont physiologiquement réguler à la fois au niveau hypothalamique le taux de sécrétion de TRH, mais à la fois au niveau hypophysaire la libération de TSH. D'accord? Vous allez avoir ça par mécanisme de rétrocontrôle positif, d'accord, ou négatif en fonction des taux. D'accord? Donc quand vous allez avoir cette diapositive, c'est un exemple de régulation à la fois dans le milieu intérieur, mais également par le milieu extérieur. D'accord? Parce que l'exposition au froid, ou les conditions climatiques, le chaud et le froid, le rythme circadien, c'est le milieu extérieur. Vous allez avoir également certaines pathologies. Ça, c'est des états infectieux, par exemple, qui vont provoquer une perturbation de sécrétion de TSH. Donc ça, on aura le temps de revenir sur ce diapositive. Là, vous avez une diapositive avec la régulation de la CTH. D'accord? On reviendra sur ces diapositives un peu plus tard. Donc, vous avez des mécanismes de régulation par rétrocontrôle positifs et négatifs en fonction des taux de glucocorticoïdes au niveau surrénal.
d'accord, mais vous avez aussi des modes de régulation par le milieu extérieur. Pour la CTH, je ne sais pas si vous voyez là, elle est mauvaise la qualité, vous verrez qu'on a également le milieu extérieur comme des situations de stress, d'accord, qui vont perturber la sécrétion de la CTH, d'accord. Donc ce que je veux que vous reteniez de cette diapositive, c'est qu'on a un mode de régulation au niveau du milieu intérieur par électrocontrôle positif et négatif, et un mode de régulation par l'environnement, d'accord. Ça peut être le chaud, le froid, d'accord, la prise alimentaire, plus d'aliments, moins d'aliments, un état de stress, d'accord, psychologique, ou physique. Donc tout ça, ça va réguler les taux hormonaux. Donc on va zoomer sur la prolactine. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est l'aspect biochimique et moléculaire de la prolactine. Donc la prolactine, elle est sécrétée par qui? C'est qui sécrète la prolactine? Qui ça? L'adéno, donc l'hypophyse antérieure. Donc ça c'est la structure de la prolactine. Donc je vous mets cette diapositive, c'est pas pour vous demander d'apprendre par cœur bêtement, c'est pour vous montrer qu'il y a des hormones qui existent sous forme de pré-pro-hormones. Et c'est le clivage de l'extrémité terminale qui permet à l'hormone d'être physiologiquement active. Donc tout à l'heure je vous posais la question, s'il vous plaît, tout à l'heure je vous posais la question, qu'est-ce qui crée une hyper ou une hyposécrétion? Parfois on a des hyposécrétions qui sont tout simplement liées à des maladies génétiques, d'accord? Donc les maladies génétiques, on a des maladies génétiques qui sont soit de naissance ou soit qui se manifestent à l'âge adulte, d'accord? Donc certaines, quand elles se manifestent à l'âge adulte, il n'y a pas trop de problème. Par contre, certaines qui se manifestent à l'état embryonnaire ou plutôt au petit âge, elles vont avoir un grand problème parce qu'elles vont perturber le développement harmonieux de l'organisme. D'accord? Donc ça c'est un schéma, je vous laisserai voir ça. Donc ça c'est au niveau transmembranaire. Donc la prolactine, elle va agir sur des récepteurs membranaires et elle va induire des fonctions biologiques. Donc parmi les régulations de la synthèse de la prolactine, on a plusieurs substances, d'accord, qui vont réguler la synthèse de la prolactine dans le sens augmentation, dans le sens diminution. Qu'est-ce qui va augmenter la synthèse de prolactine? On a la TRH. Qu'est-ce qu'on a comme substance qui va augmenter la synthèse de prolactine? On a quoi? TRH, VIP, la sérotonine, l'angiotensine 2. Ça sert à quoi l'angiotensine 2? Ça joue un rôle dans quoi l'angiotensine 2? Comment? Elle a un rôle dans quoi physiologiquement? Très bien. Elle intervient dans la régulation de la pression artérielle. La neurotensine, la bombésine, l'ocytocine et les endorphines. On a aussi les estradiol qui vont modifier positivement, c'est-à-dire par feedback positif, augmenter la sécrétion de PRL, c'est la prolactine. Et à l'inverse, comme substance qui va diminuer ou qui va contre-réguler sa sécrétion, vous avez les progestatifs, progestérone, vous avez T3 au niveau hormonal, au niveau thyroïdien, vous avez les glucocorticoïdes. Elles sont sécrétées par qui les glucocorticoïdes? Par les sorticaux surrénales. D'accord? Donc tout ça, ça va réguler négativement, ça va agir sur la dopamine. D'accord? Le GABA, la somatostatine, ça va agir négativement sur la sécrétion de prolactine. Donc vous voyez que c'est une régulation qui est quand même complexe. Parmi les conditions physiologiques qui régulent ou qui sont associées à une sécrétion qui est augmentée de prolactine, qu'est-ce qu'on a? On a le sommeil. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'alimentation, le fait de se nourrir avec un repas riche en
routine, vous avez l'exercice physique, certains rapports intimes, le cycle menstruel en fonction des phases, d'accord? Vous avez la grossesse avec un taux qui est multiplié par 10, le liquide amniotique, on va avoir un pic au deuxième trimestre, ça va être la signature. Vous allez bien entendu avoir physiologiquement la lactation, d'accord, et le nouveau-né, premier mois de vie. Pour chez la femme, bien sûr. Maintenant, l'hyperprolactinémie pharmacologique. Donc, vous avez plusieurs substances. Je ne vous demande pas de les apprendre par cœur, ça, d'accord? C'est pour comprendre, d'accord? Je n'ai pas envie d'avoir des questions bêtes à la fin du cours. Monsieur, est-ce qu'il faut apprendre ça? Est-ce qu'il faut apprendre ça? D'accord? Ça, c'est pour que vous compreniez qu'il y a pas mal de thérapeutiques ou il y a pas mal de médicaments qui modifient la sécrétion de nombreuses hormones. Parmi ces médicaments, on a des hormones qui sont prescrites en psychiatrie, qui sont prescrites en cardiologie pour diminuer la tension, en psychiatrie pour régler l'humeur, d'accord, c'est-à-dire être un peu plus joyeux, d'accord, anxiolytiques, antidépresseurs, et vous avez certains traitements non hormonaux de la ménopause, pardon. Ça, c'est les traitements de substitution hormonaux, on ne les utilise plus trop, qui également régulent positivement la prolactine. Donc là, sur cette diapositive, vous avez les principales actions biologiques de la prolactine. Donc, la prolactine, elle a un rôle dans quoi? Dans la croissance et le développement de la glande mammaire, essentiellement. On va voir dans la diapositive suivante à quel niveau est-ce qu'elle agit. Elle joue également un rôle dans la croissance et le développement des gonades, de la prostate et au niveau du système squelettique. La prolactine, elle a également un rôle dans le métabolisme, d'accord? Et c'est ce qu'on verra. Dans le métabolisme phosphocalcique, elle a un rôle dans la biosynthèse des stéroïdes, dans la sécrétion d'insuline et dans le métabolisme lipidique. D'accord? Comme ça, c'est les rôles, on va dire, on va rester sur les fonctions au niveau de l'organisme, après on passera aux fonctions comportementales. La prolactine, elle régule également le système immunitaire, d'accord? Elle permet de stimuler la sécrétion de certaines interleukines, d'accord? Elle permet la prolifération de lymphocytes, la croissance de la rate et du thymus, et elles ont un effet anti-apoptotique. C'est quoi l'apoptose? C'est un type de mort cellulaire, on l'appelle également la mort cellulaire programmée. On a l'osmorégulation. C'est quoi l'osmorégulation? C'est l'homéostasie osmole. Donc elles ont un rôle dans la fonction intestinale. Donc vous voyez que c'est une hormone qui agit à différents niveaux. Maintenant au niveau comportemental, vous voyez qu'elle modifie le comportement, d'accord? Elles ont un rôle dans le cycle veille-sommeil, et en particulier lors du sommeil, d'accord, etc. Donc au niveau reproduction et lactation, qu'est-ce qui va se passer au niveau des ovaires? On va voir plusieurs choses au niveau des gonades, on rentrera en détail prochainement quand on fera le cours sur les gonades. Mais au niveau de la glande mammaire, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une augmentation de progestérone, de 2 et de leurs récepteurs. On va avoir une différenciation au niveau de l'organe, on va avoir une croissance lobulo-alvéolaire, et c'est ce qu'on va voir, et une synthèse bien entendu des constituants du lait au moment de la naissance de l'enfant. Donc ça c'est le rôle, en l'occurrence, de la prolactine dans la régulation de la sécrétion. Donc on a des canaux au début qui sont atrophiés, des canaux qui vont s'hypertrophier, donc on va avoir une croissance canalaire, et ça va être sous le signe de plusieurs hormones. L'AGH, les œstrogènes, la progestérone, l'IGF-1 et le cortisol. Vous avez déjà vu ça ou pas? Non? En embryologie ou en... Non? Ou en anatomie? Non? Vous allez avoir la prolactine qui va permettre de créer une croissance
lobulo-alvéolaire, d'accord? Et ça a lieu à quel moment ça? On a des canaux qui sont atrophiés. Le développement mammaire, il se fait qu'au niveau de la grossesse. Comment? Il se fait un peu avant quand même. On a une phase à l'adolescence, d'accord? On a une phase à l'adolescence chez les personnes avec des ovaires, d'accord? Donc ça commence à l'adolescence. Et quand on a un contexte neuro-hormonal qui change au moment de la naissance de l'enfant au cours de la grossesse, déjà au niveau des semestres de la grossesse, on va commencer à avoir cette phase de croissance lobulo-alvéolaire, c'est quelque chose qui va s'hypertrophier. D'accord? Et au moment de la naissance, on va avoir un entretien par le contexte hormonal de cette production de lait. D'accord? Ça, c'est chez les femmes. Chez les hommes, on peut avoir la même chose. D'accord? Mais là, on est en condition pathologique. D'accord? Donc, ça a comme conséquence clinique ce qu'on appelle la gynécomastie, donc une hypertrophie mammaire, d'accord, elle peut être de trois types, soit graisseuse, soit au niveau de la glande exocrine, soit au niveau de la glande mammaire, au niveau de ses lobes, ou soit mixte, c'est-à-dire à la fois graisseuse et à la fois, et concernant à la fois les alvéoles, d'accord. Et ça c'est pathologique, ça s'opère, et ça c'est lié également à un contexte hormonal qui est inadapté, d'accord. Donc on a ça, vous allez faire quand vous allez faire de l'endocrino, vous allez voir ça. Il y a des personnes, par exemple, qui ont un retard de croissance et on est obligé de leur faire des injections, par exemple, de testostérone. Les gens, par exemple, qui ont, comme vous avez dit tout à l'heure, les gonades des testicules qui restent coincés au niveau abdominal, eh bien, ils ont en général un retard de croissance au niveau des organes, des caractères, on va dire, secondaires sexuels. Ils ont un retard, donc pas de pilosité, une atrophie musculaire, etc. etc. L'endocrinologue, il décide d'instaurer un traitement, par exemple, hormonal, à base de testostérone, et bien qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une croissance qui va continuer, et on va avoir apparition des caractéristiques sexuelles mâles, primaires et secondaires, mais en contrepartie, on va avoir également une gynécomastie, parce que c'est un signal hormonal qui a été donné à un temps tardif. Donc pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est pour vous dire que les hormones, elles agissent à un temps données, elles sont réglées, d'accord, comme le cycle menstruel, d'accord. Donc le tissu, il est capable de comprendre si c'est le moment ou si c'est plus le moment d'avoir telle ou telle hormone, d'accord. Et au cas où il reçoit un signal qui n'est pas le sien au mauvais moment, eh ben on a des problèmes, on a des réponses, on va dire, qui sont inadaptées, qui ne sont pas physiologiques mais qui sont pathologiques, d'accord. Comme de donner à quelqu'un de l'hormone de croissance à 40 ans ou à 35 ans, c'est plus du tout physiologique, d'accord. On va avoir des hypertrophies, on va avoir pas mal de problèmes, et ces problèmes-là, ils sont liés tout simplement au fait que l'individu ou l'organisme n'est pas prêt à recevoir ce message hormonal. Donc, ça c'est un autre point que je voulais voir avec vous, c'est que les hormones, elles sont sécrétées, elles sont régulées, positivement ou négativement dans leur sécrétion. D'accord? Elles vont agir sur des organes cibles, mais il n'y a pas que ça qui joue. D'accord? On va avoir des différences entre les hommes et les femmes, comme on a dit, mais il y a aussi le moment ou le stade de développement. D'accord? À chaque stade de développement, sa réponse hormonale. Et c'est pour ça qu'on parle en endocrinologie de contexte hormonal et bien souvent aussi de contexte neuro-hormonal. D'accord? Donc, quand on est en dehors du contexte neuro-hormonal et qu'on administre une hormone X, et bien souvent, on a des réponses qui sont physiologiquement inadaptées. D'accord? Donc le moment de sécrétion est très important. Donc ça, c'est la régulation de la sécrétion de la prolactine. Donc qu'est-ce qu'on a? On va commencer le schéma. On va commencer. Donc on va commencer le schéma. Donc,
Donc, on va commencer ce schéma d'en haut. Qu'est-ce que vous pouvez me décrire? Dans la sécrétion de la prolactine, on a des facteurs stimulants et des facteurs inhibiteurs. Dans les facteurs stimulants, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? La sérotonine, qu'est-ce qu'elle fait la sérotonine? Elle est impliquée dans quoi la sérotonine? C'est quoi l'effet physiologique de la sérotonine? Comment? La sérotonine, qu'est-ce qu'elle fait la sérotonine physiologiquement? Comment? Elle fait quoi la sérotonine? Elle a plusieurs fonctions, mais au niveau comportemental, qu'est-ce qui se passe? Quand on a beaucoup de sérotonine, on est gentil ou on est méchant? Comment? Vous en êtes sûr? Donc l'Algérien, il n'a pas beaucoup de sérotonine. Et quand on n'a pas beaucoup de sérotonine ou qu'on est déficient en sérotonine, on a un comportement qui est plutôt... Vous en êtes sûr? Oui? Moi, je vous laisse vérifier ça. On a quoi encore? Deuxième facteur, on a les opiacés. C'est quoi les opiacés? C'est quoi les opiacés? C'est quoi les opiacés? Non? Il n'y a pas de drogués dans la salle. Non, vous savez c'est quoi? Vous avez rigolé, c'est quoi les opiacés? Ah non, les opiacés c'est autre chose. On a les substances exogènes et les substances endogènes. Bon, on a les médicaments, on a tout ce qui est, on appelle en pharmacologie, tout ce qui est morphinique, d'accord? Tout ce qui dérive de l'opium. Et d'un autre côté, on a les facteurs inhibiteurs. On va bien entendu avoir la prolactine, le GABA et la somatostatine. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'hypothalamus? Donc, comme on a vu tout à l'heure, ils sont sécrétés ils sont plutôt produits au niveau du corps cellulaire de ces neurones. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être transportés à quel niveau? Comment? Ils vont être transportés. Vous avez vu la dernière fois, ça veut dire quoi? C'est quoi un système porte? Oui? Non, vous avez pas vu. Amjad, Inch'Allah, c'est ça. Donc, vous avez une régulation qui est interne, intrinsèque. Donc, le taux de prolactine se régule par les taux hormonaux, d'accord? Également d'œstrogène, donc par un facteur intrinsèque du milieu intérieur, mais également par le milieu extérieur. Donc, qu'est-ce qui montre ce tableau? Une différence de sécrétion ou de gamme de normes physiologiques entre l'homme et la femme. Donc, la femme a relativement une norme qui est plutôt haute. D'accord? La norme haute, elle est relativement plus élevée que chez l'homme. Donc, ça, c'est la prolactine. Qu'est-ce qu'on a? C'est les normes. Microgramme par litre. Qu'est-ce qu'on a dans la prolactine? De 0 à 4 jours, qu'est-ce qu'on a? En fonction du développement, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous voyez ce tableau? Comment? Une? Donc elle diffère selon l'âge, c'est-à-dire, je ne veux pas de mots-clés, on ne fait pas un QCM. Vous n'allez pas gagner je ne vais pas vous jeter un chewing-gum, vous n'allez pas gagner de voiture si vous avez une bonne réponse. Il faut faire des phrases, d'accord? Je sais que vous avez que des QCM, qu'il faut cocher, apprendre, cocher. La première à la 7e année, puis après il faut cocher. Mais dans la vraie vie, il faut faire des phrases, avec un sujet, un verbe et un complément. D'accord?
Donc elle diffère selon l'âge. Donc là, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre des taux de la naissance à l'âge adulte. D'accord? Donc avec de 19 ans et plus. Donc qu'est-ce qu'on constate? De 0 à 4 jours dans l'ordre. Comment? On a des taux qui sont faibles. Faibles. D'accord? Absence et physique. Donc on parle de taux faibles. Après, qu'est-ce qui se passe? De 5 à 30 jours. Augmentation de quoi? Du cours du pétrole, augmentation de quoi? Augmentation de la sécrétion de prolactine qui se manifeste par des taux élevés, avec des gammes physiologiques. Ça, c'est la gamme physiologique de 12 à 213 microgrammes par litre. Qu'est-ce qu'on a après de 31 jours à 1 an? Comment? Et s'il y a quoi cette augmentation de 5 jours à 30 jours? Comment? Chez l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait en général l'enfant de 5 à 30 jours? Il regarde la télé? Non. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il s'alimente. Phase d'éveil, c'est des cycles de phase d'éveil et de sommeil. Prise alimentaire pendant la phase d'éveil, en général pendant le sommeil. Donc elle vient tous ces fortes augmentations de prolactine. Je vous laisserai voir ça. Donc de 31 jours à 1 an, qu'est-ce qu'on a? On a un taux qui est également élevé. Puis de 1 an à 19 ans, qu'est-ce qui se passe? On a une sécrétion qui est relativement inférieure. Et après, chez la femme de 19 ans et plus, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à l'homme, qu'est-ce qu'on a? Comment? Des taux qui sont comment? Chez la femme ou chez l'homme? Chez la femme. Donc on a une gamme qui se situe entre 5, une gamme dite physiologique entre 5 et 26, et chez l'homme de 3 à 19. Donc on parle de gamme physiologique. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les trucs d'analyse sanguine, les valeurs de référence? Chez la femme enceinte, la prolactine peut monter de 10, 20 fois plus que le seuil, plus que la normale, on va dire, pour la femme qui n'est pas enceinte, c'est-à-dire avant la grossesse. Chez les femmes ménopausées, la prolactine est habituellement sous le seuil des femmes enceintes. D'accord? Donc voilà. Donc il y a des conditions physiologiques qui modifient le taux hormonal. Alors attendez. Ça c'est la première chose. On va passer à la partie. Vous avez des questions sur les prolactines ou pas? C'est quoi vos questions? S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aime pas répéter. S'il vous plaît, vous êtes là. C'est pas un café. Vous discuterez, vous aurez tout le temps discuté. D'accord? Je vous donne l'occasion de discuter avec moi quand je vous pose des questions. Quand je présente quelque chose ou quand je parle, c'est pas la peine de parler en même temps. Vous avez des questions, vous me posez des questions. C'est quoi vos questions? Oui. La stimulation en fonction de la sécrétion de la prolactine. On a dit que la TRH, elle limite la sécrétion, alors que la T3, elle la stimule. Mais en même temps, on a que la TRH, elle va stimuler la sécrétion de la TSH et plus tard la sécrétion de la T3 qui est une hormone thyroïdienne. Donc c'est une contradiction. C'est-à-dire, c'est quoi votre contradiction? Alors attendez. Alors qu'est-ce qui est une contradiction? C'est une contradiction dans votre tête? C'est ça? La TRH, ça stimule et l'autre, ça limite. Il n'y a pas de contradiction en physiologie. Tout est clair. Alors c'est quoi votre question? La TRH. Alors c'est quelle diapositive que vous voulez revoir? En français, faites pas de mix. D'accord.
Alors qu'est-ce qu'elle a la TRH? C'est sur cette diapositive. Oui. Donc ça fait partie des facteurs qui augmentent la production, Qui augmente la production de la prolactine. qui concourent à augmenter la production de la prolactine. C'est D'accord. un Donc alors attendez, alors avant de parler de choses qui concourent à l'augmentation et à la diminution, je vous avais dit en cours introductif que pour tous les systèmes hormonaux, même pour le système nerveux, on a à la fois une stimulation et à la fois une inhibition. Je vous avais parlé de ça, d'accord? Je vous avais dit, par exemple, dans le système nerveux, on a le système sympathique et le système parasympathique qui fonctionnent en même temps. On a le frein, on appuie sur le frein et on appuie en même temps sur l'accélérateur. D'accord? Donc en physiologie, il faut bien comprendre qu'on n'a pas de système off et de système on. D'accord? Ok? Donc on a à la fois une stimulation et une inhibition. C'est le bilan, c'est sigma, si vous voulez faire des mathématiques, de la stimulation de l'inhibition qui va être égal à une augmentation de production ou une diminution de la production. C'est le delta. D'accord? On n'a pas de système on-off. C'est-à-dire sur cette diapositive, quand vous voyez la TRH, le VIP, la sérotonine, la dopamine, le GABA et la somatostatine, on ne va pas avoir de système on-off. C'est-à-dire que dans votre sang, à un temps T, vous n'allez pas avoir que de la TRH, de la VIP, de la sérotonine, et au même temps T, vous n'allez pas avoir de dopamine, de GABA. Vous allez avoir, c'est la somme ou c'est la résultante de ces taux hormonaux qui vont concourir à une augmentation ou à une diminution à un temps T. D'accord? Et c'est pour ça qu'en physiologie ou en endocrinologie, on parle de contexte neuro-hormonal. Donc en fonction du contexte neuro-hormonal, on va avoir une augmentation de la production ou une augmentation de la diminution. D'accord? De même que quand tout à l'heure je vous ai expliqué les gens à qui on donne de la testostérone ou de l'hormone de croissance à un âge qui n'est pas approprié, c'est-à-dire à 35 ans ou je ne sais pas moi 40 ans, eh bien ça résulte dans certaines pathologies, en certains cancers. D'accord? Parce qu'à 40 ans, à 35 ans, un individu est normalement formé, il a une croissance musculo-squelettique normale, physiologique, tous ses organes sont normalement constitués avec un cœur à des dimensions X, un foie avec des dimensions Y, des mains avec une dimension, des membres supérieurs ou inférieurs avec des dimensions X, Y, c'est-à-dire il est normé. Et le fait de lui donner une hormone dans un contexte neuro-hormonal inapproprié, eh bien, ça va créer une situation pathologique. D'accord? Et c'est pour ça qu'en physiologie, on parle de contexte neuro-hormonal. D'accord? De même que pour l'adrénaline, quand on a une sécrétion d'adrénaline, ça ne veut pas dire que vous avez zéro cortisol. Si, vous avez un peu de cortisol. On a une petite sécrétion basale de cortisol. D'accord? Donc, de même que, par exemple, je vais vous donner, je ne sais pas mal l'exemple en psychiatrie. Par exemple, il y a certains, avant le passage au suicide, ils ont un moment d'euphorie. Ils sont plus ou moins joyeux, ils ont de la dopamine, mais ils vont se suicider. En même temps, ils sont mélancoliques. Ils vont avoir les deux hormones. Mais c'est l'une qui va conduire au passage à l'acte. Et c'est pour ça que vous verrez quand vous ferez de la psychiatrie, bien souvent quand on donne des anxiolytiques, d'accord, que ce soit demi-vie longue, moyenne ou truc, on donne toujours des antidépresseurs. D'accord? Pour réguler au niveau neuro-hormonal ces substances. Et comme antidépresseurs, on a plusieurs types d'antidépresseurs en psychiatrie. On a les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, qui en effet, comme vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a beaucoup de sérotonine, en général, on est joyeux. D'accord? Donc ces inhibiteurs de recapture de la sérotonine, ils permettent de rééquilibrer au niveau neuro-hormonal et permettent d'éviter ce passage à l'acte suicidaire, par exemple. D'accord? Donc tout est question de contexte neuro-hormonal, d'équilibre à un temps T de telle et telle substance. D'accord? Donc quand je vous montre ces schémas, il ne faut pas les lire de façon cartésienne ou mathématique. On ne fait pas de physique, on fait de la physiologie. D'accord? Ce n'est pas on et off. Vous, si votre cœur, par exemple, il bat à 70 battements par minute ou à 60 battements par minute, et bien ça résulte de l'équilibre de votre système sympathique et parasympathique. D'accord? C'est parce que vous avez le sympathique qui est régulé à temps et votre parasympathique qui est régulé à temps. Par exemple, pour les gens par exemple, qui ont une greffe cardiaque, et ben on va les débrancher. Vous savez qu'on va perdre une innervation végétative, et ben ça va être des patients qui vont avoir une fréquence cardiaque avant qu'on place un pacemaker à 90 battements par minute. D'accord? Par exemple, votre pression artérielle elle est à 120 mm de mercure, 90 mm de mercure, 120 pour la systolique et 90 pour la diastolique. Et ben ça résulte également
d'un contexte, cette fois-ci, neuro-hormonal. Donc vous avez le système sympathique et parasympathique qui va réguler la rigidité artérielle, la vasoconstriction ou la vasodilatation à un temps T. Vous allez aussi avoir des hormones qui vont réguler l'osmolarité. Il y a un certain nombre de paramètres de sorte à assurer ce qu'on appelle l'homéostasie, d'accord, de votre organisme. C'est-à-dire d'avoir une pression artérielle à un âge, je ne sais pas, dans 20 ans, qu'elle soit à 120 mm de mercure, à 90 mm de mercure, ou comme on dit vulgairement clinique, 12,9. D'accord? Donc ces schémas, il ne faut pas les lire comme on-off. On a toutes ces hormones, sauf qu'à un temps T, quand on va avoir plus d'hormones, on va avoir tendance à augmenter la sécrétion, vous aimez bien dire stimuler, ou diminuer la sécrétion. D'accord? Envoyer des signaux, de sorte à avoir un contexte hormonal qui permet de répondre à une situation physiologique. D'accord? Ça permet de freiner ou d'accélérer le système. Donc c'est bon, il n'y a plus de contradiction. Ou là, vous avez dit quoi? C'est pas logique. Tout est logique en physiologie. C'est juste pour comprendre. C'est pour ça que je vous embête, il faut avoir une compréhension intégrée. Il faut zoomer, il ne faut pas prendre bêtement. C'est pas on, off, il n'y a pas si, il y a toujours quelque chose. D'accord? Vous avez d'autres questions encore? Ou d'autres choses qui vous paraissent aberrantes? Vous pouvez poser la question, pas de question bête. En l'occurrence, ça c'est une bonne question qui permet de comprendre. Vous avez des questions ou pas? Oui. Est-ce que la sécrétion de la prolactine est liée à quoi? Et pourquoi vous posez cette question? Moi, j'aimerais comprendre maintenant pourquoi est-ce que vous me posez cette question. Qu'est-ce qui vous a fait faire poser cette question? C'est cette diapositive. Et donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans cette diapositive? Enfin, qu'est-ce qui vous fait poser cette question? La prolactine a des effets de croissance, mais où? N'importe où? Pas n'importe où. Chauffez, regardez, la prolactine, elle agit au niveau de tissu cible. D'accord? Elle n'agit pas n'importe où. Ce n'est pas une hormone dite ubiquitaire, à action ubiquitaire, c'est-à-dire une hormone qui va agir n'importe où. Elle a ses cibles tissulaires bien spécifiques. Ça, c'est au moment, ça c'est un schéma de la régulation hormonale, du développement mammaire. Du développement mammaire. D'accord? Donc ce développement mammaire, au moment du développement, il a lieu à différents temps. D'accord? Donc chez la fille prépubère, au moment de la puberté, ça va continuer. Au moment de la grossesse, des premiers semestres de la grossesse, à mi-grossesse, on va avoir une hypertrophie. D'accord? Et ça, c'est lié à un contexte neuro-hormonal. Et donc, votre question, c'était quoi votre question? La GH, quand est-ce qu'elle joue un rôle? Au cours du développement, par les caractères, dans les cas des caractéristiques secondaires primaires et secondaires. D'accord? Ça commence un peu avant l'adolescence. À l'adolescence, quand la fille commence à se régler, d'accord, avec l'augmentation de ses pressions. Peut-être que je suis passé un peu vite sur cette diapositive. Attendez. Regardez, ça c'est le schéma, il vous montre l'effet au niveau des ovaires. Donc au niveau des ovaires, on reprend au niveau de la glande mammaire, la prolactine. Elle va permettre d'augmenter le taux de progestérone, d'accord, et le récepteur. Ça va permettre une différenciation labulo-alvéolaire, comme on très terminale, et bien entendu, la synthèse des constituants du lait. D'accord? Donc au niveau du développement du sein, ça ne commence pas au moment de la grossesse, ça commence à la préadolescence, l'adolescence, et la grossesse vient stimuler cette phase terminale de croissance. D'accord? Donc la synthèse des constituants de lait et l'hypertrophie. Et c'est le fait de maintenir l'allaitement, d'accord, qu'on va avoir une production de lait qui va être entretenue. D'accord?
Mais ça, on verra ça en détail un peu plus tard. Vous aurez un cours grossesse à la fin et vous verrez ça un peu plus tard. Donc ces phases, c'est les phases initiales du développement. D'accord? Dans la croissance canalaire. Elles ont lieu chez la fille et pas chez le garçon. Ok? Voilà. Vous avez d'autres questions? Donc vous m'avez posé la question par rapport à la GH, par rapport au système on-off. Vous avez d'autres questions ou pas par rapport à la prolactine? Oui ou non? Non, c'est clair, plus ou moins clair. Vous aurez les diapositives, d'accord? Vous les aurez. Donc la thyroïde, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la thyroïde? Ça sert à quoi la thyroïde? Donc on a vu le cours sur l'hypothalamo-hypophyse. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la thyroïde? Comment? Et ça sert à quoi la thyroïde? Ça c'est son mode de régulation. Et ça sert à quoi la thyroïde? Comment? La thermogénèse. La thermogénèse. Donc qu'est-ce qu'elle fait, la thyroïde? Elle règle la température. C'est le thermostat. C'est le chauffage central. C'est pas tout à fait comme ça. Peut-être qu'avec une chaudière à bois, oui, ça fonctionne comme ça. Mais dans le corps, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc elle régule le métabolisme. D'accord? Ça, c'est votre logique, c'est pas la physiologie. Elle régule le métabolisme, c'est vrai.